Et alors, je peux me présenter avant de présenter mon voisin. Alors, la difficulté pour moi, c'est que j'ai été peintre à l'école d'Étampes. À 15 ans, j'y suis entré. En 87, Nathalie y était déjà. Donc, je suis témoin complètement direct. J'avais 15 ans. Je sais, je ne fais pas mon âge, je vous remercie. Et donc, d'où je parle, sur le tableau qui va devenir l'école d'Étampes, Nathalie fait une séance de photos pour se caler, et je suis là. Alors, comme j'ai 16 ans, je ne resterai pas à la postérité de l'école d'Étampes. Vous voyez, hop, c'est Jacques Rau et Joël Giraud, le magnifique, qui est ici, et que je remercie d'être toujours aussi fidèle. Oui, aussi beau avec son pull à carreaux, mais aussi fidèle à ce que cet atelier a fait. Donc, je suis à la fois témoin direct et j'enseigne la peinture, puisque j'ai appris à peindre chez Philippe Lejeune. Il y a aussi Gaëtan Adair, Legendre et Patricia. Et donc, et puis j'ai fait, comme David Simonetta, de la philosophie jusqu'à une thèse de philo, de l'art pour moi. Et puis toi, tu vas l'expliquer après. Et donc, j'enseigne l'histoire de l'art et l'histoire de l'art contemporain en classe prépa et à l'université. Donc, j'étais à la fois dedans, dans cet univers-là. D'ailleurs, il y a un magnifique portrait de moi à 15 ans là-bas, mais j'avais beaucoup de cheveux, et donc je suis absolument méconnaissable. Donc je suis à l'intérieur de cette histoire, et en même temps, le prof d'histoire de l'art fait que nous allons parler aujourd'hui de la place de cette peinture et de ce discours sur la figuration dans l'art de l'époque, des années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour le dire très vite, et David va commencer, il y a eu de la peinture figurative ailleurs qu'à l'école d'Étampes, et il y en a toujours beaucoup. Pour former des étudiants qui entrent en classe prépa Beaux-Arts, les étudiants demandent le plus la peinture aujourd'hui. Donc il y a de la peinture tout le temps dans les Beaux-Arts de France et d'ailleurs. Donc la difficulté pour moi, c'est d'être dedans, d'avoir ce regard d'historien de l'art et en même temps d'essayer d'avoir du recul. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup l'invitation et le fait de parler à deux avec David, parce qu'il a un regard extérieur sur ça, et que les discussions qu'on a commencé à avoir permettaient de comprendre, de prendre du recul en fait, comme tu as formulé ça, on pourrait le dire comme ça, sortir Étampes d'Étampes, c'est-à-dire avoir un regard extérieur sur cet enseignement de l'école qui a commencé en 69 et qui a duré jusque les années 2000. Oui, ça fait 10 ans alors, 11 ans. Et la place qu'avait cette école et l'enseignement dans le travail de Nathalie. Donc je remercie David. J'ai dit tu viens de la philo et puis de la peinture, donc ça nous fait 2 points communs. Oui, merci beaucoup Franck surtout. C'est moi qui ai l'impression d'être honoré de cette invitation parce que je suis assez fraîchement étampois depuis 5 ans seulement. Et je n'ai pas du tout connu les protagonistes principaux de cette exposition. Je n'ai connu ni Lejeune ni Nathalie Gobin, évidemment. Donc je m'intéresse à tout cela un peu avec une certaine distance. On a effectivement 2 points communs qui sont l'histoire de la philosophie, même, je dirais, dans mon cas. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette histoire, et la peinture. Et donc, c'est un peu à ce titre que je me permets d'en parler et d'essayer de regarder avec un petit peu de recul ce qui s'est passé dans cette histoire tellement fascinante et instructive et émouvante aussi. Voilà. Donc, je vais essayer de dire quelques mots sur tout ça. Voilà. Et puis après, ça lancera une discussion entre nous et avec vous, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Au sujet de cette exposition qui a lieu chez Nassib en ce moment, ce sont effectivement des portraits d'atelier, et donc quelque chose qui témoigne assez clairement, nettement, d'une pédagogie qui était enseignée à l'école de Philippe Lejeune. Et donc la façon dont c'était enseigné et dont Nathalie Gobin a pu recevoir cet enseignement, l'a prolonger à sa manière et s'en est complètement, presque se l'est approprié. Alors, une chose qu'il faut dire, la première chose qu'il faut dire, c'est que, effectivement, comme le disait Franck, on voit qu'il y avait de la peinture en France dans ces années-là, donc que c'était une peinture figurative qui était présente donc, dans les années, on va dire, 70 à 90, en gros, mais c'était aussi dans un contexte, c'est important de le savoir, sans doute plusieurs parmi vous le savent, mais peut-être pas tous, que c'était une
période où, particulièrement en France, la peinture, et surtout la peinture figurative, s'était trouvée marginalisée, ringardisée, voire qu'il y avait vraiment une sorte de dissuasion assez explicite dans les écoles d'art au sujet de la peinture et de la figuration. Donc, c'est assez intéressant d'avoir quelques balises temporelles, c'est-à-dire que l'école des Tempes est fondée en 1971, si je ne dis pas de bêtises, pas très longtemps après 68, et au moment, vraiment au début d'une décennie, qui vraiment sonne le glas de l'enseignement de la peinture figurative aux Beaux-Arts, notamment aux Beaux-Arts de Paris, et donc une sorte de période d'obscurité pour les peintres figuratifs, et j'y reviendrai plus particulièrement les peintres figuratifs français. Donc c'est une époque où c'est le triomphe d'un art beaucoup plus contemporain, on va dire, et où les milieux autorisés citent très volontiers, d'ailleurs à mon avis sans comprendre le sens de cette phrase, mais la boutade de Duchamp sur Bête comme un peintre et sur sa critique de l'art rétinien qui aurait donc mis une sorte de terme à la peinture. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur tout ça, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Le but est de planter ce décor-là, c'est-à-dire une période d'obscurité pour la peinture figurative en France, et également, et j'y reviendrai, 1971, c'est donc 3 ans après 68, mais 2 ans aussi après 1969, qui est, pour un catholique comme le jeune, la réforme liturgique. Ce qui peut être vécu pour certains catholiques comme aussi une espèce d'attaque faite à la tradition et qui peut s'accompagner d'un discours très réactif par rapport à la modernité et au modernisme. Je laisse cette question de côté, mais j'y reviendrai parce qu'à mon avis, elle est très importante. Pour l'instant, j'en reste à la peinture. On est donc dans un contexte de marginalisation, d'ostracisation de la peinture dans ces années-là, mais qui est particulier à la France. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que certains l'ont vu, il y a une grande rétrospective Hockney. Hockney est un peintre anglais, il faisait de la peinture dans ces années-là, il était figuratif, et il y a eu beaucoup de pays, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, où il y a eu des peintres figuratifs pendant toutes ces années, et que cela cohabitait très bien avec l'abstraction, avec l'art contemporain. Hockney n'a eu aucun problème à faire une carrière en Angleterre, aux États-Unis, avec la peinture qu'il faisait, qui était totalement figurative. Il y a eu une exposition Néo Roche l'année dernière à Montpellier, qui est un immense peintre allemand, qui est encore vivant. Il y a, je ne sais pas, Hopper aux États-Unis, enfin, il y a des exemples qui sont légion de grands peintres figuratifs partout dans le monde à cette époque-là. Il est vrai que la France a été donc dans une situation de crispation très forte par rapport à la peinture figurative, avec, il est vrai, un discours très sectaire à son encontre, qui fait que, par exemple, pour prendre un exemple assez célèbre, un peintre comme Gérard Garouste, qui aujourd'hui est très connu, célébré, qui a eu une grande rétrospective à Beaubourg, eh bien, où est-ce qu'il a fait carrière? Aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a dû s'exiler, il n'a pas été prophète en son pays, il a dû partir, et il raconte très bien dans son autobiographie toute cette chose-là, c'est-à-dire que vraiment il était absolument moins que rien en France, et que quand un galeriste américain l'a repéré, eh bien, il a ajouté 2 zéros au prix de ses toiles, et sa carrière était lancée. Et donc il n'est revenu que extrêmement tardivement pour une rétrospective à Beaubourg qui lui a été consacrée 2010, 2014 de mémoire, je ne sais plus, même peut-être après, mais en tout cas... L'année dernière, moi je l'ai vu très récemment, Garouste. Oui, alors encore plus récemment que ça. Mais donc extraordinairement tardivement pour un peintre qui aurait pu être reconnu bien avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les peintres qui continuaient de faire la figuration en France, au fond, il y avait une alternative qui se présentait à eux, soit l'exil pur et simple, comme Garouste, d'aller faire carrière ailleurs, soit d'armer leur pratique d'un discours théorique très fort, de justification. C'est-à-dire, pas simplement de faire de la figuration parce que ça me plaît, mais d'avoir en permanence à se justifier de faire de la figuration. C'est par exemple le cas de quelqu'un comme Gilles Ayot, voilà, qui peignait ça à l'époque, à peu près aux mêmes années, ça doit être des années 70 ou des années 80, mais Gilles Ayot était aussi philosophe de formation et a été un théoricien qui a dû en permanence se justifier de faire de la figuration contre l'art contemporain, contre l'art abstrait, et il est quasiment autant philosophe et théoricien que peintre.
Et donc ces peintres français qui sont restés en France tout en développant une peinture figurative ont été amenés à avoir un discours très fort de justification et de défense de leur art. Et je pense que dans ce contexte-là, Lejeune est intéressant, parce que précisément, c'est son cas. C'est-à-dire que Lejeune a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé, et il a beaucoup justifié ce qu'il faisait, sa méthode et son art figuratif contre ce qui se passait à son époque dans son pays. Il a été au moins autant théoricien que artiste, et alors ses élèves racontent que c'était presque autant un cours de philosophie qu'un cours de peinture, en tout cas que l'enseignement qui était dispensé avait une dimension qui excédait de beaucoup la simple technique, et qu'il y avait donc un entourage philosophique, spirituel, mystique et politique derrière cette pratique. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre un petit peu justement cette espèce de, on peut dire, de pensée, de théorie qui entourait la pratique figurative de Lejeune et qui l'a transmise à ses élèves. Alors, bien là, je pense que la première chose à dire, et je vais employer un terme un tout petit peu polémique, mais je ne voudrais pas du tout qu'il le soit, parce que je pense que c'est purement descriptif, c'est qu'on peut dire que cette peinture est à la lettre réactionnaire, au sens où elle est en réaction à une tendance moderne. Alors, on pourrait parler, Lejeune d'ailleurs ne faisait pas du tout mystère de ses opinions politiques, il s'affirmait comme réactionnaire, et il y avait un reportage très intéressant de 1988 sur l'école des Tempes qui a été fait par Radio Courtoisie et où certains élèves présents sont interviewés, et notamment Nathalie Gobin qui elle-même dit « Nous sommes extrêmement réactionnaires ». Et donc c'est quelque chose qui est affirmé, mais encore une fois, je ne veux pas le dire dans une ambition polémique, c'est plutôt comme descriptif, c'est-à-dire de dire que d'une certaine manière ils n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire qu'ils devaient être en réaction par rapport à ce qui se faisait à leur époque, et donc ils ont assumé cette attitude-là par rapport à leur époque. Alors, je ne vais pas parler ici, ce serait beaucoup trop long et un peu hors de propos de la dimension politique qui peut s'accompagner de ce discours-là. La question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que, concrètement, ça se transcrit dans cette peinture. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la peinture? Alors, Lejeune, quand il raconte dans une tentative autobiographique qu'il a faite, dit quelque chose de très intéressant sur sa formation, c'est qu'il dit qu'il y a eu comme une espèce de coïncidence au moment où il commençait à être peintre, qui a comme déterminé toute sa carrière, c'est-à-dire qu'il s'est formé aux ateliers d'art sacré de Maurice Denis, qui était place de Furstenberg à Paris, et qui surplombait l'atelier de Delacroix. Et il a dit, ben voilà, moi ma peinture, c'est Maurice Denis au-dessus de Delacroix. C'est cette superposition-là qui en fait a été d'une certaine manière une sorte de préfiguration de ce que j'allais essayer de creuser par la suite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, parce qu'on ne va pas faire un immense cours d'histoire de l'art, mais Delacroix, c'est d'une certaine manière une méthode. C'est une façon d'assumer une certaine méthode dans l'histoire de la peinture. Ce n'est pas une méthode que je qualifierais de classique, mais qui, en tout cas, renvoie quand même à une certaine tradition occidentale de la peinture, qui va plonger bien en deçà, dans Rubens, si on veut, et qui va être après prolongée après Delacroix. Donc c'est vraiment Delacroix, c'est à la fois la grande synthèse d'une certaine méthode de la peinture en Occident, et celui qui va la transmettre au-delà de lui. Donc il y a l'idée d'être héritier d'une certaine tradition picturale, voilà, qui vient de Delacroix, mais il y a aussi ce rapport à l'art sacré, qui vient de Maurice Denis, d'accord, et qui, donc il faut rappeler, je pense que beaucoup, en tout cas ici, le savent, que Lejeune était l'élève de Maurice Denis, directement. Et il dit qu'il a mis très longtemps, au fond, à comprendre à quel point l'enseignement de Maurice Denis a été formateur et, au fond, influent dans son propre art, mais il se trouve qu'enfant, ou jeune, adolescent, il a été au contact de Maurice Denis. Et donc Maurice Denis, en 1919, crée ses ateliers d'art sacré, donc place de Furstenberg, qui visait à revitaliser un art sacré totalement moribond, totalement has-been à cette époque, sulpicien, etc. Et donc où il fallait essayer de le revitaliser par des méthodes héritées d'une certaine peinture moderne. Bon. Alors,
Donc, méthode de Delacroix, rapport à l'art sacré. Et la troisième chose, c'est quelque chose qui peut passer un peu inaperçu, mais c'est la forme même de l'atelier, qui à mon avis est quelque chose de très important. C'est-à-dire le fait même de vouloir faire un atelier avec la dimension collective, presque communautaire. Ça se voit d'ailleurs dans tous ces tableaux, où vraiment c'est comme une sorte de petite communauté, d'une certaine manière, était quelque chose qui avait un sens, je pense, pour le jeune. Et encore une fois, dans cette interview, ce reportage radio auquel je faisais référence, c'est très clair. C'est l'idée d'aller un petit peu contre un dogme de l'époque, qui serait le dogme de la liberté artistique, la personnalité, l'individualité, et même on pourrait dire l'individualisme, qui en fait seraient des espèces de marottes ou de mythes de l'art moderne et contemporain qui auraient exacerbé ces valeurs-là, de la liberté, de l'originalité, de l'individualisme, et de revenir à des formes de transmission beaucoup plus collectives autour d'un enseignement et d'un certain savoir de la peinture. Et d'ailleurs, c'était la forme qu'avait choisie Maurice Denis, c'est-à-dire ce sont des ateliers qui imitent aussi la transmission de la peinture depuis le Moyen-Âge. Quelque chose qui est des petites communautés autour du métier de peintre, de cet humble artisanat, comme le répétait souvent le jeune en citant Rilke. Donc, toutes ces choses-là, en fait, même si elles ont l'air au fond presque naturelles, avaient, à mon avis, dans l'esprit de Lejeune, une signification, encore une fois, réactive, c'est-à-dire qu'il s'agissait de réagir à quelque chose de la modernité, à certains dogmes ou à une certaine manière d'envisager l'art et sa transmission, et donc d'opposer un contre-modèle. Bon. Alors, donc, méthode, des thèmes, la peinture religieuse, et une forme qui est celle de l'atelier. Seulement, et c'est un peu un point qui me semble important, ce serait évidemment beaucoup trop réducteur et surtout pas juste de simplement qualifier cette peinture de réactionnaire, parce que ce qui fait qu'elle est extrêmement intéressante, c'est qu'elle a à l'évidence quelque chose de moderniste. Par exemple, si on regarde, il y a certains tableaux de Lejeune comme celui-là, eh bien, qui va s'afficher, on verra qu'il y a une ambition, quelque chose qui frôle l'art abstrait et qui n'est absolument pas purement, c'est pas du Delacroix, c'est qu'il y a quelque chose, une attirance ou un rapport un peu dialectique à la modernité dans l'art. Et on le voit dans l'exposition de Nathalie Gobin à côté. Les derniers tableaux, notamment les tableaux espagnols, sont des tableaux qui prolongent exactement cette méthode que Lejeune appelait donc une peinture probabiliste, qui a un rapport extrêmement fort à l'abstraction, avec cette idée que la figuration doit arriver in extremis, d'une certaine manière, doit émerger de l'abstraction. Donc il y a très clairement un rapport à la modernité dans tout cet enseignement, et qu'on pourrait d'ailleurs préciser, mais qui se voit très clairement dans certains tableaux. Donc, on pourrait dire que plutôt que il y a une étiquette qu'on utilise parfois dans les études littéraires et qui dit quand même bien les choses, c'est l'étiquette d'anti-moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu en littérature des gens qu'on appelle parfois des écrivains anti-modernes, comme par exemple Péguy, je ne sais pas, qui étaient des gens qui à la fois étaient contre la modernité, contre le monde moderne, tout en étant eux-mêmes modernistes. Cette espèce de contradiction, des gens qui à la fois passaient leur temps à vitupérer contre le monde moderne et ses valeurs, mais en même temps qui eux-mêmes dans leur art étaient modernistes. Et donc plutôt que de dire simplement qu'ils étaient réactionnaires ou passéistes, eh bien non, il y a une étiquette qu'on utilise parfois et qui dit bien ce qu'elle dit, qui est de dire que ces gens-là étaient des anti-modernes. Eh bien, Lejeune fait tout à fait partie de cette tradition, je pense, c'est-à-dire qu'il est d'un certain côté critique à l'égard de la modernité sous beaucoup d'aspects, mais d'un autre côté, il assume une espèce de connaissance et de compréhension intime de ce que c'est que la modernité. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Eh bien, la réponse est assez claire, c'est encore une fois Maurice Denis. Il n'y a pas que ça, mais l'influence de Maurice Denis est à mon avis extraordinairement intéressante parce qu'on peut faire un rappel. Maurice Denis, qui était un peintre nabi, était celui à qui, alors le petit tableau de Sérusier, à qui... Maurice Denis. Alors ça, c'est les peintures de Maurice Denis, mais pour l'histoire biographique qui est intéressante, Maurice Denis est celui à qui Paul Sérusier a donné ce tableau, un tout petit tableau,
qui s'appelait Au Bois d'Amour, hein, c'est ça, et non, mais qui a été surnommé après le Talisman, précisément, ce n'est pas son nom originel, mais c'est un petit tableau qui au départ s'appelle Au Bois d'Amour, il me semble, et qui a été peint sous la dictée de Paul Gauguin, où Gauguin délivre une espèce de clé qui va en fait tout d'un coup être comme une espèce de révélation de sésame qui ouvre l'art moderne d'une certaine manière, et dont ce tableau est donc comme la dictée. Et donc, après, il passe chez les nabis qui vont l'appeler le talisman, avec toute la dimension ésotérique que ça a, et c'est Maurice Denis qui en est le possesseur, parce que Sérusier lui offre. Et ce qui est intéressant, c'est que Maurice Denis est non seulement celui à qui toute cette histoire-là, cette espèce de secret-là a été transmis, mais c'est celui qui va le synthétiser dans une définition de la peinture extraordinairement connue, que à peu près tous les étudiants en philosophie de l'art connaissent. Et place, donc que je vais vous rappeler. Se rappeler, je cite, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées. Une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées. Alors, c'est une définition qui est très célèbre, qui date de 1890, et qui semble ouvrir la voie aux tendances les plus radicales de l'art moderne, notamment la peinture abstraite. Et de fait, elle est extraordinairement proche de la manière dont des critiques américains comme Clement Greenberg aux États-Unis dans les années 60 vont théoriser ce que c'est que l'art moderne, en disant l'art moderne, c'est à partir du moment, en gros, où les peintres assument et prennent conscience que leur art, ce sont des formes et des couleurs sur une surface plane. Donc, on arrête avec une forme d'illusionnisme qui veut qu'on essaye de donner l'impression que la peinture ne serait pas ça. En fait, il faut assumer qu'elle soit ça. Et pour quelqu'un comme Clement Greenberg, il dit c'est ça le modernisme. Et les peintres modernistes sont ceux qui prennent conscience de ça. Par exemple, Jackson Pollock, qui était le peintre qui était le plus proche de Greenberg dans les années 60 et qui va lancer donc, tout le mouvement de l'expressionnisme abstrait et donc des tendances les plus abstraites de l'art de son temps. Sauf que Greenberg, c'est les années 50-60, la définition de Maurice Denis, c'est 1890. Donc on est 60-70 ans avant. Et donc, ce qui est intéressant, la première chose qui est intéressante, c'est que ça offre aux disciples de Maurice Denis l'impression d'avoir, au fond, anticipé, vu à l'avance toutes ces tendances-là, de les avoir comprises avant même qu'elles aient lieu. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que, et ça on ne le dit pas toujours, quand Maurice Denis donne cette définition-là, il ne dit pas qu'il définit le modernisme. Sa définition, c'est une définition de ce qu'il appelle le néo-traditionnalisme. Et l'étiquette change tout, parce qu'il ne prétend pas définir un art moderne qui sera en rupture avec le passé, il prétend définir un néo-traditionnalisme qui en fait s'oppose, et d'ailleurs le jeune le rappelle souvent, il a parfaitement raison de le dire, qui s'oppose à l'art du présent de Maurice Denis, c'est-à-dire à une tendance naturaliste dans l'art, ultra-réaliste dans l'art, comme des peintres comme Meissonnier ou comme Bouguereau par exemple. Et donc Maurice Denis veut au contraire essayer de rappeler le vrai sens de la figuration, le vrai sens de la tradition figurative contre les peintres de son époque. Et donc en fait prolonger une tradition de l'art occidental. Donc ça c'est très intéressant parce que ce qui fait que Maurice Denis par exemple va appliquer sa propre définition de l'art à l'art sacré, à des formes très ancestrales de l'art comme la peinture sacrée, la peinture religieuse, de même que le jeune le fera et que Nathalie Gobin le fera aussi. C'est-à-dire en fait être dans une continuité de la tradition, une tradition de la peinture. Et à l'inverse, le jeune dit souvent cette phrase que je trouve géniale, Pollock, c'est Calvin. Pollock, c'est Calvin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a une opposition entre les catholiques qui intègrent l'innovation, la nouveauté à une tradition, et il y a au contraire ceux qui sont schismatiques et qui créent des ruptures avec le passé. Et dans sa vision des choses, c'est ça. Alors, si tu permets, ce qui résume bien ce que tu dis là, c'est que ce qu'on a sous les yeux, c'est à la fois moderne dans sa composition, les couleurs, et en même temps, vu le sujet, absolument pas.
mais vraiment pas. Et ce sont les années 1920. C'est-à-dire, l'abstraction est déjà inventée. Voilà. Donc on a une sorte de décalage entre ce qui se fait, l'anticipation de ce qu'il dit et la réalité. Mais du coup, on en arrive en fait au dernier point qui est sans doute le plus, à mon avis, et en fait un peu le nerf des choses, c'est que je crois que et qui explique à mon avis beaucoup de choses, c'est qu'il y a dans la pensée de Lejeune une identification profonde de la peinture figurative au catholicisme. C'est-à-dire qu'il le dit souvent, il dit souvent qu'il n'y a pas eu d'autres religions qui ont toléré la peinture figurative, qu'en fait c'est presque une exception dans l'histoire des religions et des civilisations qu'il y ait cette tolérance et presque cet encouragement au figuratif, que c'est donc un legs du catholicisme, et il va lier et même il le détaille sous des aspects très particuliers. Il dit par exemple que la perspective c'est une invention du Concile de Trente, ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une manière de lier extraordinairement profondément l'essence de la peinture figurative et le catholicisme. Et donc, 2 ans avant sa mort, par exemple, il disait dans son émission, son libre journal sur Radio Courtoisie, une citation que je trouve très édifiante, il dit « Le catholicisme a inventé la peinture. Je ne vois pas pourquoi on s'étonne que la peinture soit tenue au silence depuis 50 ans. Depuis 50 ans que Calvin est descendu en France avec l'Amérique. Et Calvin, c'est Pollock. » Donc là, on voit une sorte de série d'équivalences dans son discours qui sont extraordinairement révélatrices et qui expliquent, à mon avis, cette position, c'est-à-dire l'impression que, au fond, si on attaque la peinture figurative, c'est parce qu'on attaque le catholicisme. Et qu'il y a quelque chose qui se sent attaqué dans sa tradition même, au cœur de tout ça. Alors peut-être qu'on pourra, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est une question qui à mon avis est centrale mais sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une petite vidéo de Nathalie Gobin, et je pense que c'est bien de peut-être terminer cette conférence en montrant ça, où elle commente un tableau de Lejeune, et je trouve que c'est extraordinairement, déjà émouvant de la voir, même si, voilà, et de voir comment elle le commente ce tableau, avec cette impression, cette espèce d'analogie qui est faite entre le livre sacré et la peinture, et cette impression d'être, au fond, environné des ténèbres. Et alors, regardons la vidéo, comme ça. Nathalie, tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette toile de Philippe Lejeune? J'ai choisi celle-là parce qu'elle me semblait relativement simple, que j'admire ça, cette détermination comme ça, à mettre un bleu et un mauve sur toute la toile, ce qui suppose qu'on ait renoncé à toutes les autres couleurs, alors que quand on débute, on croit qu'il faut mettre beaucoup de couleurs pour faire un tableau coloré, ce qui n'est pas vrai. Et puis aussi pour son sujet, parce que ça me semble un dialogue, à la fois un dialogue entre des hommes. Il se trouve que le sujet, c'est Jésus au milieu des docteurs, donc Jésus est là, il est à peine enfant, et autour de lui, ce sont les hommes de science. Et finalement, il se retrouve autour d'un livre, et c'est ce qui les relie au milieu de ces ténèbres. On ne sait pas trop ce qui se passe, peut-être que c'est toute l'ignorance qui est autour d'eux. Et il me semble que c'est bien ce que je crois avoir appris de Philippe Lejeune, c'est que les hommes se rejoignent autour d'un livre, du savoir, de la vérité. Et puis aussi, ça me semble le dialogue entre l'innocence et puis la science, peut-être, le savoir d'une vie. C'est donc aussi le monologue du peintre. Voilà, donc... Pourquoi tu as choisi ce morceau-là ? Je trouve que c'est extraordinairement intéressant, à bien des égards. Déjà, évidemment, de l'entendre parler, de la voir, c'est tout de même déjà quelque chose d'émouvant. Et il n'y a pas, je crois, à ma connaissance, pas beaucoup de vidéos. Ça fait bizarre. Voilà. Par ailleurs, on voit le lien extraordinairement fort qu'elle avait à la peinture de Lejeune, puisqu'elle choisit de commenter ça. Et puis la manière dont elle l'interprète, c'est-à-dire que pour elle, au fond, le rapport est bien quelque chose qui se resserre autour d'un livre qui est le savoir, et qui est à la fois le livre, c'est-à-dire la Bible, mais la transmission du savoir, et d'un autre côté,
ce qui est comme l'image de la peinture, c'est-à-dire qui est absolument isolé, environné de cette obscurité et de ces ténèbres, et bien c'est comme ça que c'était perçu, c'est-à-dire que c'était comme ça qu'ils percevaient à la fois leur situation spirituelle et artistique. Et donc je pense que c'est incroyablement révélateur, cette façon de, puisque c'est le tableau qu'elle choisit, de voir en quoi ça illustre cette manière de vivre la peinture et la foi. C'est-à-dire que ça va avoir avec une espèce de recherche aussi de pureté, qui d'une certaine manière, et c'est peut-être ça aussi dont on pourra parler, qui va quand même exclure beaucoup de choses autour. C'est-à-dire que ce qui pourrait venir de l'extérieur est aussi perçu comme quelque chose comment dire, d'impur. voilà. C'est d'ailleurs, je disais que j'avais du mal, c'est très, Joël était là, et là donc voir Nathalie Gobin c'est assez bizarre, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la magnifique expo qui est ouverte demain matin, Nathalie Gobin, elle s'est suicidée, donc c'est pas une petite histoire anodine que sa carrière, que ce rapport à un enseignant et à un maître de la peinture qui a un rôle très très fort auprès de nous. Pour Joël, pour moi, pour Debussy, on est arrivé, on avait 15 ans dans l'atelier, donc quand tu as 15 ans, tu es quand même t'es un peu malléable, et en même temps tu es un peu impressionné par quelqu'un qui est, je viens de le montrer, qui a en plus un visage de peinture flamande. Il n'a pas de dents, il a une coupe au bol. D'ailleurs, j'ai demandé à ses filles, il n'a pas eu de dents très très tôt, parce que c'est une histoire un peu ancienne, mais en se laissant mourir de faim, il n'a plus de dents, il a choisi de ne pas les remplacer, donc il se fait une tête de peinture un peu hors du temps, comme tu le dis, et c'est pourquoi ça m'intéresse vraiment que tu aies ce regard-là, c'est que réactionnaire, c'est pas péjoratif, mais intervenir à Radio Courtoisie, défendre une peinture chrétienne, et en plus se plaindre avec raison que cette peinture chrétienne n'est pas montrée par le christianisme, parce qu'il n'y a pas de Lejeune au Vatican, c'est des Bacon à la fin, hein, donc l'amertume de Lejeune, les portraits du pape de Velázquez par Bacon, il a l'impression avec raison que c'est pas la piété de Bacon qui fait choisir cette peinture-là et qui fait que le catholicisme va choisir de s'appuyer sur cette modernité-là. Donc, il a une peinture qui est extraordinairement moderne et avec un discours qui ne l'est pas, et avec une église qui de l'autre côté ne reconnaît pas l'originalité de sa créativité, parce que je l'ai montré au tout début, mais le jeune est quelqu'un de très multiple. Ça, c'est une œuvre qu'il montre à Maurice Denis, il a 14 ans, et Maurice Denis lui dit je crois que j'ai rien à vous apprendre. Et c'est le jeune qui a fait ça. C'est ça. Et donc c'est une peinture, c'est complètement fou comme peinture, parce que déjà l'homme noir avec les cheveux blonds, les personnages religieux, l'espèce de géométrie de la peinture qui fait que juste avant, je vous ai montré des peintures des années 90 qui sont fondues comme de l'aquarelle, avec des tas de passages de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a je fais juste un petit retour pour ceux qui ne l'auraient pas vu, puisque j'ai en effet fait une conf sur le jeune il y a peu, alors elle va être bientôt sur YouTube. À ses débuts, il a une peinture qui fait penser à la peinture figurative des années 40. Si on va un peu vite, il y a un peu de Rhin qui est comme ça, pour ceux qui connaissent, c'est plus récent, mais c'est contemporain, genre Bernard Buffet, vous voyez, qui fait des choses très géométriques, Carzou, des gens qui vont faire des personnages, représenter le monde, mais d'une façon qui a l'air un peu naïve. Alors Balthus, le plus connu aussi, avec une sorte d'ambiguïté dans ce qui est montré, et notamment la raison, c'est que dans les ateliers d'art sacré, il ne va pas côtoyer que Maurice Denis, mais Desvallières qui fait une peinture qui est puissante comme ça, qu'on voit un peu au musée des années 30. Et puis, c'est une peinture très très puissante, qui est très dessinée. Et puis à côté, un homme qui est très important pour lui, qui s'appelle Jean Souverbi, dont c'est la vertu de faire de l'histoire de l'art, c'est sans fin, c'est que le jeune nous disait souvent, dans les années 40, puisqu'en fait, il est né en 24, donc en 44, il va aux ateliers d'art sacré. En 44, à Paris, il y avait deux peintres, il y avait Picasso et Souverbi. Et c'est le moment où, même si vous ne faites pas de l'histoire de l'art, vous dites qui est ce gars qui était le plus important de tout Paris. Et
soyons modestes sur la postérité. C'est-à-dire, on peut être connu à un moment donné, puis après, ça se trouve, ça disparaît. Et sa peinture, elle est très différente de celle de Desvallières. Souverbi, elle est plus géométrique, elle est plus simplifiée. Et donc, le jeune va se nourrir de ces deux choses-là, va faire évoluer son travail. C'est encore Souverbi. Il y en a aussi au musée des années 30 de Boulogne. Ça, c'est lui le jeune. Donc, on a des choses qui sont très, très figuratives, liées à des sujets chrétiens. Et puis, il va aller... avec Caracostea à Tahiti, il va peindre ce portrait du fils de Gauguin, ce qui est quand même là on ne dirait plus du tout c'est le même type de peinture. Et puis il va rencontrer, c'est pour ça que le passage avec la peinture figurative contemporaine, un peintre qui est dans la même période, on a montré Gilles Ayot tout à l'heure qui montrait comme des os. Leonardo Cremoni fait une peinture comme celle-là, qui est un mélange, vous voyez, c'est en Italie. C'est des balcons italiens, donc les personnages sont des formes géométriques qui suggèrent des tentures, des personnages devant, et puis quelquefois des personnages blessés, des carcasses d'animaux. Ils vont peindre ensemble sur l'île italienne à gauche, à Ischia, voilà. Dont le jeune a dit, ça m'occupe depuis longtemps, qu'Ischia était la plus belle lumière du monde. Vous voyez, quand un peintre vous dit ça, ça donne envie d'aller vérifier. Et donc il va être très proche de la modernité et de la nouveauté. Il va être dans la même galerie que Bernard Buffet, et sur les sujets, vous voyez, ça c'est Cremonini, mais à la peinture de Lejeune va se retrouver, il illustre une encyclique de Jean XXIII avec des images qui sont des lithographies dans lesquelles il va utiliser, vous voyez, on a des images qui viennent, sont de prostituées à New York, et qui viennent des magazines en fait. Et c'est là où la remarque de... Est-ce que c'est pas après son voyage en Inde? Si, j'y viens, tu as raison. C'est que voilà, on voit ça. En fait, la découverte de la pauvreté en Inde, de ces personnes qui vivent avec des toges, donc un prétexte pour montrer quelque chose de contemporain, mais qui fait antique, qui fait ancien. Mais ce que je voulais dire, c'est que la remarque la plus fructueuse pour moi de David Simonetta, c'est de dire, le jeune, il réclame une peinture pure. Et pour vous le dire de façon très simple, là je prends une seconde, vous en faites pas, c'est pas long. La casquette de prof d'histoire de l'art, c'est que la peinture depuis Manet, c'est-à-dire 1850, elle s'appuie sur d'autres choses que la peinture. C'est-à-dire elle n'est pas pure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise des jeux de miroirs pour qu'on devine que derrière cette dame, il y a un personnage qui est en train de la regarder, qu'il y a un monde derrière elle de bistrot. Et puis, un peu plus tard à peine, dans la peinture de Munch, c'est 30 ans après, l'image n'est plus du tout une image simple, et elle suggère un état d'esprit, une espèce d'ambiguïté, ça s'appelle mélancolie. Et donc c'est une peinture qui va se frotter au cinéma, par exemple, qui naît en même temps. Donc la peinture, ceux qui font des images, moi je donne un cours que j'appelle Histoire de l'art et des images, va se frotter à d'autres médias, et le plus parlant, alors vous connaissez la peinture surréaliste, il y a de la peinture figurative qui montre des objets réels, mais chez Chirico, on va associer des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, voilà, en utilisant des objets de la vie réelle, en utilisant des exemples de cinéma. Et si on va jusqu'à... tout le monde aime cette peinture-là, c'est la plus facile à montrer. Hopper s'appuie sur... voilà, on dirait du cinéma, en fait, on dirait de la photo. Et en fait, ce que je comprends dans ce que dit David, qui parle de l'enseignement de Lejeune et de mon travail à moi, c'est qu'en effet, il refuse que la peinture soit nourrie d'exemples extérieurs. Oui, tu vois, j'y pensais en préparant, c'est que personnellement, depuis quelques années, je fais des collages, et je pense qu'il n'aurait pas du tout aimé les collages parce que c'est un emprunt à un univers d'images déjà existants, qui n'est pas transformé ou qui n'est pas fait d'après nature. Donc là où les exemples que tu donnes, la pratique d'atelier avec le portrait fait partie de son discours, c'est qu'on doit se confronter au réel. On doit être, et dans le journal de Nathalie, il y a ça aussi, on va sur place, on se frotte à la nature, on apprend auprès d'elle, parce que c'est la vérité
Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue, qui est que derrière ça, il y a une critique de la société industrielle moderne Oui. qui produit des images en permanence. Et les images produites par la société industrielle moderne, c'est la photographie, c'est la publicité, c'est la bande dessinée, c'est l'illustration, c'est tout ce qui est reproductible, c'est toutes ces images-là. Et qu'en fait, il y a une sorte de refus de ces images produites par la société industrielle pour, d'ailleurs, certaines raisons, justement ces raisons un peu anti-modernes, et de dire qu'en fait, d'ailleurs Cremonini en parle, par exemple, il dit l'image que produit la société industrielle, c'est la télévision, et en tant que peintre, je dois lutter contre la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le peintre qui serait contre toutes ces productions d'images qui viennent de la société industrielle. Mais en fait, c'est aussi une démarche un petit peu curieuse, parce que d'une certaine façon, voilà, par exemple, dans ces exemples-là, ceux qui aussi ont régénéré la figuration dans ces années-là, c'est au contraire ceux qui ont pris quelque chose du monde des images. Du monde des images, que ce soit la photographie, que ce soit l'illustration, que ce soit même la bande dessinée, etc., pour le ramener à la peinture. Et que c'est un mouvement vers l'extérieur qui revient à l'intérieur. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire qu'il y a la peinture contre toutes les autres productions d'images, mais il y a quelque chose qui va sortir à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur de la peinture. Alors, si on prend les exemples de cette période-là, exactement en même temps que le jeune, Rancillac s'intéresse aux images de jazz, donc vous vous doutez qu'une image comme ça, on ne peut pas dire qu'elle soit provocatrice, on ne peut pas dire qu'elle soit elle pourrait être faite 100 ans avant. Par contre, elle pue la photo. Elle sent la photo, elle sent la télé, elle sent les images, les flashs du spectacle. Elle n'est pas, si on prend un exemple un peu simplet, mais un peintre impressionniste va mettre un chevalet et regarder le monde, et en fait un peintre contemporain va regarder un écran qui regarde le monde. Il y a un écran entre le monde et nous, alors de ce point de vue-là, il s'est totalement trompé, parce que essayer d'avoir une peinture pure en se passant des écrans, c'est tout à fait impossible. Si vous regardez de la peinture d'aujourd'hui, on peut prendre deux exemples simples, vous connaissez peut-être Peter Dog, qui est anglais, tout à fait vivant. Hein. Voilà, c'est de la peinture... on voit bien ce que ça peut emprunter au cinéma, ce genre de peinture. On voit bien que la taille de la barque, ça pourrait être David Lynch. Tu dis ? Même à la série, en fait. Oui. Parce que la barque est démesurée, que le personnage, on se demande ce qu'il fait, et puis que les images elles-mêmes pourraient être empruntées à de la photo qu'il aurait retravaillée autrement. Et pour citer un peu moins connu, Michael Bormans, il est né en 81. Vous voyez, on a un portrait peint, on dirait de la photo, mais elle n'a pas de jambes. Elle est posée sur la table, donc on a un petit problème simple. Voilà, le personnage qui est là a l'air de regarder son téléphone, mais il n'en a pas dans la main. La peinture aujourd'hui s'amuse continuellement avec le monde des images. Et donc ce que je comprends dans ce que dit David sur cet atelier, comme ça va pouvoir glisser sur l'enseignement vers Nathalie, c'est que là, en se réclamant d'une peinture pure, il veut être contre cette transformation. C'est-à-dire on ne va pas piocher dans d'autres images. Alors là où tu tapes dans le mille aussi, c'est qu'il y a le discours de Lejeune et puis sa pratique elle-même, puisque il ne va pas toujours faire ce qu'il dit. Ça, c'est les profs qui font ça. C'est parce que j'enseigne que je vous dis ça. Voilà. Par exemple, il y a un magnifique livre de Lejeune où il illustre une saison en enfer de Rimbaud. Voilà, ce n'est pas exactement le Lejeune qu'on s'attend à voir avec une sorte de gorille qui enlève une dame à talons toute nue. Ce n'est pas forcément le Lejeune spirituel qu'on s'attend à voir. Et pour prendre un exemple qui a l'air moins provocateur, mais qui est tout à fait passionnant aussi, c'est que, et on comprend bien que le rapport à l'Église catholique soit compliqué, c'est que pour fabriquer des icônes comme celle-là, voilà, vous voyez que les personnages ont un peu de mal à rentrer dans des formes, que le mouton qui est sur le côté s'est assis un instant pour se reposer, voilà, c'est pas comme ça qu'il y a un mouton la plupart du temps. Comment le jeune fait, c'est tout à fait fascinant, il a une audace qui est invraisemblable. Alors, l'icône, vous savez, c'est un fond d'or et puis on laisse des endroits qu'on va peindre. En fait, il prend des morceaux de scotch qu'il déchire au hasard et puis il les jette sur la surface. À tous les endroits où il n'y a pas de scotch, il met de l'or. Il brunit l'or, vous savez, avec une agate, on la polit pour qu'elle soit brillante. Puis il retire le scotch et dans les formes libérées, il se débrouille pour faire rentrer les bonhommes qu'il veut.
C'est-à-dire qu'il a une technique par des touches de hasard, on va dire, c'est ça la peinture probabiliste dont tu parlais. Il va laisser l'organisation du tableau, la définition de Maurice Denis, c'est la surface qui va décider comment les choses vont se faire. C'est pour ça que quand on regarde ce genre de peinture ou le dessin d'avant, il n'est pas anti-moderne à ce point-là. Et c'est pour ça qu'il ne va pas chercher dans un monde d'images, de bande dessinée, de cinéma, de photos, mais il a une démarche. Vous voyez la petite barquette avec le Jésus, c'est pas du tout comme ça qu'on aurait l'idée que va être présentée. Mais c'est ça que signifie anti-moderne. Hein. C'est justement c'est l'idée de. C'est pour faire une distinction avec des gens purement réactionnaires, par exemple, c'est l'idée de dire ce sont des gens qui prétendent être presque plus modernes que les modernes en étant contre eux. Quoi. C'est ce comme Valérie oui, c'est ça. Comme Peggy, comme plein d'écrivains de cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence contre le monde moderne, mais en se revendiquant d'une forme de modernisme dans leur style. Enfin, ils ont un style, voilà. Donc, ça va plutôt dans le sens de cette étiquette. Bien sûr. C'est pour ça que là où je te suis sur les trois morceaux, c'est que son discours est réactionnaire. Bon, de toute façon, même si vous n'avez pas de connaissances politiques, Radio Courtoisie, c'est pas tellement modéré. Je ne sais pas si même le mot modéré peut être associé à Radio Courtoisie. Et donc les gens qui l'écoutent, c'est une radio très à droite de l'extrême droite, ou catholique, ce qui n'est pas toujours incompatible, hein, ça dépend des mouvements catholiques. Voilà, laisse une libre antenne à des intervenants différents. Donc selon les intervenants, je l'écoute vraiment très peu, je dois le concéder. Hein. Et donc il a un libre journal, donc il va pendant peut-être une quinzaine d'années au moins. 25 ans. Ah voilà. Animé tous les mardis. J'écoutais peu, je faisais bande à part. Animer une émission dans laquelle il va choisir le sujet, inviter des artistes ou des penseurs et puis développer ça. Donc il y a quelque chose de vraiment réactionnaire dans son rapport au catholicisme, dans son rapport à la modernité. Et comme tu l'as dit, on se retrouve sur ça, sa pratique, son discours lui-même est plus moderne que ce qu'il dit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au nom de cette pureté. Et toi, tu fais le lien avec sa croyance religieuse. C'est-à-dire que c'est au nom d'une peinture pure qui, vu l'environnement et l'époque, est presque impossible, en fait. On ne peut pas être indemne des images autour de nous, en fait. Même si vous voulez fermer les yeux, ne pas avoir d'écran, c'est vraiment plié d'avance. Et donc, ce discours d'une peinture qui serait... hors des images, alors là aussi c'est un Lejeune qu'on ne connaît pas, c'est un Lejeune abstrait en fait, donc il y a des aquarelles abstraites, donc il est attaché à la figuration, et puis si on peut approcher, peut-être ça m'intéresse que tu mettes sur ce sujet, c'est qu'une peinture probabiliste pour lui, c'est que, vous voyez, quand vous regardez ça vite fait, vous avez l'impression que c'est quelque chose, parce que définir la figuration, c'est facile et pas facile. Hein. Abstrait, c'est que ça ne représente pas quelque chose. Alors, c'est pour ça que nos questions d'IA ou de reconnaissance de forme, c'est très compliqué, hein, parce qu'on dirait qu'il y a des bonhommes. Et que ici, on voit très bien les personnages, on voit très bien le décor, mais ici, si on voit les personnages devant, dans le fond, ça commence à être complexe. Et puis, on voit que sont suggérées des architectures. Donc, Lejeune, dans sa façon de travailler, c'est ça qu'il appelle probabiliste, il va mettre des taches de couleurs, comme il jouait avec les scotch tout à l'heure, sur les icônes. Il va mettre des couleurs les unes par rapport aux autres, et petit à petit, l'image va arriver. L'image, l'objet lui-même. Donc, en collant une tête, ou en... Vous voyez, si vous avez un arrondi avec un dos et un chiffon sur la tête, avec une main très bien dessinée, ben ici, c'est une jarre ou un personnage, ici, c'est un tonneau ou quelqu'un, peu importe. Parce que le spectateur va inventer ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'elle est probabiliste, c'est-à-dire elle n'est pas figurative au sens où elle est photographique, poussée. Elle va donner des pistes pour qu'on comprenne l'ensemble. Et là, il fait un rapprochement avec l'épiphanie ou avec le fait que quelque chose puisse se révéler. Mais de l'intérieur, c'est aussi ça qui est quand même intéressant dans cette vision des choses. C'est-à-dire que tout doit venir de l'intérieur de la toile, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois cette vision en lien avec l'apparition ou la révélation, mais c'est que l'idée que quelque chose doit sortir de l'intérieur, c'est par rapport à ce dont on parlait, c'est quelque chose qui me semble intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émerge du travail même de la peinture.
Et donc cette peinture probabiliste, en fait, elle pousse assez loin une série de réflexions là-dessus qui fait que l'idée qu'il y a quelque chose qui doit émerger, alors pas forcément spontanément, mais de manière immanente en tout cas, dans le tableau lui-même, dans l'espace fermé du tableau. Il y a quelque chose quand même qui a l'air presque amusant, mais quand Geneviève Decroix, qui a été élève avant nous, a fait l'inventaire de son atelier, c'est-à-dire ils ont passé des semaines à prendre en photo, mesurer, noter pour faire un inventaire. Le jeune donne des titres qui sont écrits au dos, et quelquefois il retourne le tableau et c'est pas le même titre. C'est-à-dire c'est un épisode biblique à chaque fois, mais un coup c'était Jésus sur la montagne, et puis juste après c'était la solitude de Saint-Pierre, c'est-à-dire rien à voir, puisqu'en fait ce sont des tâches. Alors quand c'est très très dessiné, je ne vais pas avoir l'air de résumer la Bible en 2 phrases, il y a toujours des soldats, il y a toujours des gens avec des toches, ça arrive très souvent, et il y a une ambiance un peu spirituelle. Je devrais vendre le résumé de la Bible, c'est audacieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement probabiliste que, vous voyez, sur quelque chose comme ça, ben, je le dirais, c'est à mon tour de ne pas faire provocation avec une phrase qui a l'air, ça pourrait ne pas être religieux. On pourrait ne pas être religieux pour aimer cette peinture, bien heureusement. C'est pas le cas, c'est le cas de toute l'histoire de la peinture. Mais ce que tu disais au début, et c'est là où je voudrais revenir, c'est que il associe la figuration à quelque chose du catholicisme. C'est-à-dire les protestants éloignent l'image, et les catholiques, eux, auraient quelque chose à voir avec la perspective. Vous voyez, donc on voit, dès qu'il y a des escaliers, dès que les objets sont plus petits par rapport aux objets plus grands, ben, probablement on suppose que c'est quelque chose qui est plus loin. Ça a l'air très simple, mais c'est ce qui donne un espace. Hein. Et c'est ce qui donne naturellement un espace. Si vous n'avez jamais fait de peinture abstraite, il y a un truc très radical. Vous prenez une toile toute blanche. Si vous tracez une ligne noire, c'est une ligne noire sur une toile toute blanche. Jusque-là, j'espère que vous suivez. Et si vous tracez cette ligne dans l'autre sens, il y a un haut et un bas, c'est la mer, c'est le ciel, et donc la ligne noire est la même, mais ça commence à dire quelque chose, alors que vous n'avez pas fait grand-chose, hein. Vous avez juste tracé une ligne. Donc la projection du spectateur sur le sens du tableau est liée à la reconnaissance de quelque chose, et puis à le fait d'inventer une histoire, et en plus à la perspective, c'est-à-dire il y a un objet plus un objet veulent dire qu'il y en a un plus grand que l'autre. Mais alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être que, ou alors est-ce que certains veulent intervenir ou réagir ou poser des questions peut-être pour alimenter cette discussion, si on peut continuer indéfiniment, mais non, mais ce qu'il faut qu'on fasse de toute façon, c'est que je montre un petit peu de choses de Nathalie. Joël, tu veux dire un truc? C'est toi. Il y a du travail, du dessin préparatoire dans la peinture de Le Jeune, ou c'est assez instinctif et spontané finalement? Moi je dirais que comme pour Pollock, on se doute que Pollock, vous voyez, ce sont des éclaboussures sur une toile à plat. Et donc personne n'a imaginé un instant, j'espère pour vous, qu'il a fait une maquette et qu'il essaye de recopier l'ensemble. Donc la vertu de la peinture abstraite, c'est que c'est très facile à faire, techniquement, ce qui est vrai. Hein. Par contre, tu passes ton temps à avoir un siège pour regarder ce que tu fais. Alors que quand tu as du métier, si tu dessines, tu fais un portrait, tu le mets en place, tu mets le fond en place, tu mets les grandes masses en place, tu avances sur certains éléments. Là, dès que tu fais une touche, tout peut changer. Je dis souvent aux élèves, la couleur et la place de la signature peuvent faire tout s'écrouler. C'est-à-dire, en limitant les éléments techniques, on va dire, on se retrouve avec une énorme possibilité, mais avec une attention continue. C'est ça qui n'est pas facile dans la peinture abstraite, c'est qu'à tout moment, ça peut se casser la gueule. Donc en fait, il n'a pas forcément d'esquisse. Il y en a chez Nathalie parce qu'elle va, comme je le disais au début, faire des petites recherches. D'ailleurs, ça avec photo. Et c'est là où, je voudrais en montrer parce qu'on est autour de ça, et puis je fais pas long parce que David connaît moins, c'est que elle n'est pas tout à fait dans la peinture pure. C'est là où sa place est un peu particulière, ce que le musée montre dans cette magnifique publication. Et d'ailleurs, vous avez ça c'est gratuit, ça c'est à vendre, mais les deux valent le coup. Hein. Enfin, celui-là, c'est que elle a une façon de travailler, notamment quand elle va à Madrid, qui va être modifiée peut-être en s'éloignant de l'ensemble, mais je voulais juste montrer 2 exemples. Voilà, on a une photo au début qui sert de composition avec
Le jeune, tu dois être là, Joël, je dirais. Pas la fenêtre. Oui, c'est pas que je le reconnais, c'est que j'y étais, donc je m'en souviens très bien. Et donc, c'est l'atelier qui est, comme tu le disais, hein, si vous n'avez jamais été dans l'atelier des Temples, il a vraiment de la personnalité, plus que nous tous réunis. Il a une gueule, des affiches, des choses anciennes. Tu as tout de suite envie de peindre dès que tu es dans ce lieu. Donc, l'idée que ce soit un atelier, l'idée qu'il y ait une pratique de portrait tous les dimanches matins. Et on le retrouve dans, je trouve, le travail de Nathalie Gobin se différencie un petit peu de ce que dit le jeune, pas de sa pratique, puisque lui aussi pioche dans d'autres univers d'images, en s'intéressant à l'histoire de l'art. Par exemple, là, ça s'appelle l'enfance de l'art. C'est une photo qu'elle fait, et puis un format assez grand, hein, on est sur 130 sur 100. Elle va énormément travailler dessus, où on voit un petit gamin qui fait de la gravure. Sur les murs de l'atelier, il y a une jeune fille à la perle, voilà, on a toute l'histoire d'eux, mais l'enfance de l'art, c'est à la fois un portrait de gamin, tout le monde comprend l'astuce du titre, et en même temps, quelque chose qui se travaille à partir de l'histoire de l'art. Et c'est un peu le même cas avec l'école des Temples, c'est que c'est un portrait de groupe, comme Maurice Denis a fait, c'est l'hommage à Cézanne, et puis comme Fantin Latour, on a fait un avant, c'est-à-dire on serait une espèce d'école, ce qui n'a jamais été le cas. Hein. En fait, ce tableau date de, c'est 87, 90 90. Et en fait, il y a une expo en Allemagne, et ils sont 5 à y aller, et ils décident d'appeler ça l'école des Temples, mais en fait, c'est complètement... c'est une fois. Et puis Nathalie, dans le catalogue de 91 du département, fait un petit texte d'introduction qui s'appelle l'école des Temples, qui est la seule fois, à ma connaissance, où il y a une espèce de définition, en fait. Et grâce à ça, on vit sur notre matelas de billets, non je déconne, mais sur la... Hein, c'est pas ça, Voilà, c'est ça. Non, mais c'est parce que je vous dis ça, il y a des gens qui sont à Étampes depuis longtemps qui disent l'école des Temples, c'est une espèce de mystère. En fait. C'est un atelier dans lequel on pratiquait le dessin tous les samedis, le portrait tous les dimanches, et où, justement, tu le disais bien, le rapport à l'enseignement, à se frotter à quelqu'un qui formule des choses, change tout. Et dans le petit documentaire que tu m'as fait connaître, il y a quelque chose que je trouve très fascinant, c'est son... « 1988, maîtrise d'histoire de l'art, ciels et cieux, des nuages dans la peinture du Gréco à Goya. » Là, en fait, elle va être invitée à la Casa Velasquez, qui est l'équivalent de la Villa Médicis, en tant que prof d'histoire de l'art, en tant qu'historienne de l'art et pas en tant que peintre en fait. Donc elle va y peindre. Et sur ce sujet de maîtrise qui est la place des nuages dans la peinture espagnole. C'est pas au même moment, hein. Le sujet de maîtrise c'est avant la Casa Velasquez. Hein. Oui, et c'est grâce à la maîtrise qu'elle va à la Casa Velasquez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit morceau de film montre des tableaux avec des nuages. Et elle a une théorie sur le fait que là aussi, pour faire vite, les nuages, c'est dans le ciel et c'est sur terre, et c'est un passage vers l'au-delà. Si je peux me permettre, il y a aussi le symbole hiérophanique du nuage, c'est-à-dire le symbole divin dans les changements climatiques en fait, de la nature. En fait, un petit peu comme les Romains à l'époque étudiaient le passage des oiseaux et savoir attaquer quel camp gaulois si les oiseaux passaient de tel sens. En fait, il y a le symbole divin qui est purement et simplement produit par la nature elle-même. Et donc la valeur hiérophanique du nuage. Et ce qui fait que quand elle fait ce mémoire-là, donc s'intéresser à la façon dont plusieurs peintres représentent des nuages, c'est un super sujet en fait, parce que ça permet de faire des liens entre des peintres qui sont pas de la même époque un peu, et qui sont du même pays. Par contre, on le retrouve dans sa peinture. C'est-à-dire que sa pratique de la théorie et des recherches se retrouve dans l'importance des nuages qu'elle met dans ses peintures. Et la dernière chose qui me semblait importante, c'est que cette toile qui est invraisemblable, me faisait penser à Hockney. Parce que Hockney, ça ressemble à ça, c'est beaucoup plus graphique. Hein. Mais le fait de jouer avec... vous voyez, les spaghettis donnent une idée que tout est une image. Et donc, le fait que les taches de couleur, les coulures, que le personnage est tout petit sur le haut, voilà, c'est une peinture qui montre qu'elle est une peinture, elle est en train de jouer avec les taches et avec les coulures. Et de la même façon, vous voyez, c'est tout à fait étonnant, mais elle touche son reflet dans son autoportrait. Donc, c'est fait d'après photo, ça.
que je vous rappelle que peindre un autoportrait, c'est pas très évident parce qu'on a une main qui est prise quand même. On est à l'envers, et donc on peut pas faire ça facilement. Donc ça, c'est fait d'après photo et c'est un jeu avec son image qu'elle est en train de troubler. Donc comme tu le disais, la peinture pure, même dans son propos, elle n'est pas forcément dans son travail. C'est ça que je trouve le plus étonnant, parce que dans les nuages, dans l'histoire de l'art et dans le jeu avec l'image elle-même, voilà, elle est, parce qu'on l'a là en vrai, la silhouette qui est derrière elle, c'est aussi une forme qui pourrait venir de chez Cremonini, c'est-à-dire c'est pas juste un fond vite fait, c'est une forme sculpturale qui a été dessinée. Donc sa culture d'histoire de l'art va énormément nourrir son travail, et ce qui fait que c'est pas... il y a une dimension sacrée qu'on voit bien, c'est une peinture religieuse, mais pas que. Et je comprenais ça avec ton argument sur la peinture pure et le lien au sacré. Ouais, moi après, encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. Hein. En fait, c'était plutôt essayer, en comparant, comprendre, quoi. C'était un peu cette... Mais c'est vrai que moi, au fond, ce qui m'étonnait, enfin si, après je reviens un peu à moi, c'est que j'ai absolument pas cette conception-là de la peinture. C'est pour ça que je trouvais ça d'autant plus intéressant qu'il l'est à ce point. Vous voyez, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, mais cette idée d'une peinture pure, et en fait, même cette vision du catholicisme aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'être pour ou contre le catholicisme, c'est aussi la question de savoir est-ce que c'est la seule vision du catholicisme, parce qu'en fond, on pourrait aussi avoir comme idée que le catholicisme est presque structurellement la religion du passage à l'extérieur, quoi, de la religion qui ne ferme pas une communauté, mais qui au contraire l'ouvre en permanence. Vers d'autres choses. Oui, donc en fait, c'est pas la question n'est pas tant de dire c'est bien, c'est mal, ou je suis de tel bord ou pas de tel bord, c'est plutôt en comparant, de presque s'étonner de cette vision qui, pourtant, quand on voit les tableaux, peut paraître presque la plus naturelle qui soit de la peinture, etc. Et donc, dans cette vision à la fois de la peinture pure et du catholicisme, et de l'unité entre les deux, et ben voilà, encore une fois, moi, par exemple, c'est presque l'opposé, ma conviction. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas, au contraire, apprécier, et même être d'autant plus fasciné par... et apprendre d'autant plus de tout ça. Mais voilà, c'était comparé pour mieux comprendre, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que quand on voit cette peinture-là, elle aurait pu être faite il y a 100 ans. 19e, ouais. Voilà, le sujet, la façon de disposer les personnages. Et en même temps, en discutant avec toi, et le regard que ça donne, et l'exposition aussi, fait qu'on voit que dans les... C'est pas que les vêtements, c'est pas que les tissus, il y a aussi une façon d'amener le sujet qui fait que... Le jeu du décoratif, oui, elle aime énormément les tissus, elle aime les motifs dans tous les sens. Et donc, et les nuages font cet effet-là. C'est-à-dire qu'on a un jeu d'images. Par contre, c'est à peine une blague, mais si on ne savait pas qui c'est, ça pourrait être du 19e siècle. Quand même. Ouais. Complètement. Dans le type de métier, dans le type de sujet aussi, puisque... Tu l'as dit en creux, mais dans les années 80, au Beaux-Arts, il n'y a plus de peinture du tout, mais il y a de la photo. Et entre-temps, on est revenu à de la peinture beaucoup. Vu comme on parle, ça ne doit pas être facile de poser des questions. Quelle heure est-il d'ailleurs? Parce qu'il faut qu'on s'arrête tout simplement. 18h15. 18h15. Parce que normalement, le propriétaire des lieux nous offre à boire après. C'est à la demi. C'est ça, à la demi, voilà. Non, tout à l'heure, tu parlais c'est drôle le rapport entre les nuages et cette espèce de flou dans lequel ils cherchent des formes. Oui. Ça me rappelle l'appareil de lit. Oui, c'est le principe, oui. Complètement. C'est-à-dire, à partir de tâches, de voir des visages ou de voir des objets qui apparaissent. Et quand tu dis que ça vient de l'intérieur de la toile, ça vient aussi du regardeur. Oui. C'est le regardeur qui crée Oui. C'est pour ça que quand, dans les années 80 et 70, quand il a un discours, la figuration est contre l'abstraction, ça me semble le plus injuste de ce qu'il dit, puisque sa peinture s'appuie sur... Non. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une unité profonde des deux, figuration-abstraction. Pour lui, la figuration dépasse l'abstraction. Enfin, d'ailleurs, quand je redis pour lui, il faut vous rappeler que je le vois que d'un point de vue le mien, ou de ce que j'ai lu. Je ne connais pas tout le jeune de A à Z.
Ce que je veux dire, c'est que dans le texte de Nathalie Gobin, la figuration s'appuie sur l'abstraction. On le voit bien sur ses peintures, on dirait une peinture abstraite et elle va petit à petit devenir de la figuration. Ce que je veux te dire, c'est que il n'est pas question de parler d'art conceptuel, il n'est pas question de parler de photographie, donc tout ce qui est de l'art contemporain des années 80 est exclu, parce que c'était les deux choses les plus fortes. Par contre, il garde un discours qui vient des années 50, c'est-à-dire abstraction contre figuration, c'est-à-dire les abstraits, tu sais, comme Herbin, les choses les plus... que je montre un truc pour que tu vois ce que je veux dire. De la peinture abstraite géométrique. Du genre ça. Non, la peinture comme c'était dans les années 50. Voilà. Ça, c'est de la peinture abstraite et il est opposé à ça. Vraiment. C'est quoi ça? Ça, il s'appelle Devanne. C'est un peu ce qui deviendra Vasarely après. Mais qui se retrouve sur des murs. Ça, c'est un lycée à Millau. Donc c'est de la peinture qui va très facilement sur les architectures, en fait, comme Mondrian l'a inventé 30 ans avant, c'est les années 50. Et cette peinture, pour lui, si elle ne figure rien, elle devient de la déco. Il faut que ça signifie quelque chose, donc il y a un titre. Donc elle s'appuie sur l'abstrait, tu as raison, hein, il les lit les deux, mais que abstrait, c'est quelque chose qui est évacué, en fait. Oui, c'est ça, c'est schismatique, c'est ce qui renie le rapport à la... En fait, mais lui, c'est cette idée profonde. Au moment où il dit ça, il dit vous zoomez sur la Joconde, ça devient un tableau abstrait. Je me souviens que c'était... Et qui dit, en fait, il a toujours cette tendance à dire, en fait, c'est un faux débat, figuratif et abstraction, ça va ensemble, et que sa méthode, c'est que le tableau soit... mais il a raison, d'ailleurs, n'importe qui a fait du... Enfin, en fait, c'est presque une sorte de méthode... technique de la peinture, c'est-à-dire qu'il faut regarder n'importe quoi que l'on peint comme une chose abstraite. C'est comme ça qu'on peint bien, mais n'importe quel peintre le sait. Non, mais même pas forcément, alors, même voir n'importe quoi comme un ensemble de... C'est comme ça qu'on proportionne bien, c'est comme ça que... Mais c'est en fait le fait de pousser, c'est presque une méthode du figuratif de procéder en peintre abstrait. Quoi. Et donc c'est pour ça que dans son point de vue, le crime, c'est d'en faire une opposition, parce qu'en réalité, la méthode bien comprise est celle qui fait passer de l'un à l'autre en permanence. Quoi. Et là où il y a quelque chose de religieux, c'est l'hommage à la beauté du monde créé par Dieu. Voilà, c'est que si ça devient quelque chose, pour lui, ça finit par avoir une vertu. Et finalement, l'abstrait est beaucoup plus décomplexé pour les élèves de Lejeune, que toi et que Joël. Il y a, comment dire, un rapport plus simple, plus spontané à faire de l'abstrait, même si c'est des peintures figuratives aussi. Alors, moi, je voudrais, c'est l'occasion d'ailleurs, Joël Giraud, que j'interpelle parce qu'il a 10 ans de plus que moi et que je l'admire beaucoup. Quand j'avais 15 ans, il en avait 25, je regardais ce qu'il faisait. On a dit de lui, avec tort, c'est l'occasion que je leur dise encore, qu'il faisait des choses comme Lejeune, c'est-à-dire des tâches abstraites, et qu'à partir de... J'ai pas de Giraud sous la main pour le montrer, mais on pourrait regarder ce que fait Nathalie quand elle fait de l'art sacré. La difficulté d'être élève de Lejeune, c'est que à partir de tâches, si on part de tâches abstraites, ça fait penser à des Lejeune. Voilà, ce qui est vraiment particulier à Nathalie, c'est sa gamme de couleurs. Parce que les jaunes, les verts pommes, les roses, c'est vraiment... D'ailleurs, j'exagère pas, mais elle s'habillait comme ça. C'est-à-dire, l'espèce de palette guimauve, là, c'était ses trucs à elle. On le voit sur le grand tableau là. Et on a un tableau de Lejeune sur ma gauche à moi, qui est classique, jaune, avec un fond d'icône. Et puis là, elle a revu de la grenadine ou de la mentalo. Là, il y a un problème, c'est que l'esquisse, elle ose de plus en plus mettre de la couleur. Donc en fait, chacun de nous va tester de faire de l'abstrait. Il y en a chez le grand un petit peu, mais ça ressemble à des Lejeune. Il y a juste deux choses. Quand tout à l'heure vous parliez de cette espèce de crispation qu'il y avait autour de la peinture figurative en France, j'ai eu l'occasion d'aller dans des musées en Belgique, en Allemagne aussi. Monsieur est le directeur du musée. Directeur mais c'est vrai que même l'école des tempes, il y a un rapport beaucoup plus naturel, une connaissance de l'école des tempes au-delà des frontières de France.
dans des pays limitrophes, on connaît l'école d'Étampes, alors qu'ici, même à Étampes, ça a l'air d'être des extraterrestres. Bon ben on signera des dédicaces, Joël et moi, avant de partir. Non, mais, et juste aussi, tu as... Non, parce que c'est pas une blague. Quand tu es au cœur de quelque chose, tu n'es pas capable de te rendre compte. C'est pour ça que je remercie encore David. Il prononce le mot réactionnaire au début. Moi, je le pensais et je n'osais pas le dire. Et ça me sert de levier pour penser son rapport à l'art contemporain. C'est-à-dire, c'est pas juste, c'est un réac et voilà. Ça sert à comprendre comment il est tout le temps en contradiction et en réponse à des choses qu'il ne veut pas. Et ce que je ne suis pas personnellement, je ne suis pas son discours, et comme dans la création que je vais faire, et comme la tienne, on n'est pas du tout dans ce qu'il dit, mais je le comprends mieux parce que toi tu le formules de l'extérieur, c'est ça qui est... Finalement, une peinture qui est rentrée dans son époque, malgré tout. Oui, c'est très intéressant pour ça. Et c'était juste par rapport à ce tableau-là, et même par rapport à Nathalie, lorsqu'elle revient à Étampes depuis Madrid et qu'elle est complètement désespérée, tu me racontais qu'en fait, le jeune avait finalement posé pour elle, pour la convaincre que finalement elle savait peindre. Oui. C'était un beau témoignage, je trouve. Mais c'est très difficile, elle le dit à plein de moments, mais en fait on est toujours désespéré, à la fois parce qu'il y a des millions de gens qui en ont fait avant, et quand même qu'on en fait très bien, donc normalement la mégalomanie et la peinture ne devraient pas aller ensemble, parce que c'est un peu comme quand vous commencez à jouer au foot numéro 10, normalement si vous avez un peu de culture de foot, vous devriez un peu baisser le ton et travailler pour. Et donc plus on arrive après les autres, plus ça devient impossible en fait. Et donc on passe par des moments où on se demande pourquoi. Alors là où c'est curieux dans ce que pointait David, c'est que dans le discours de Nathalie elle-même, dans le petit film, elle parle de la vérité de la nature, se mettre devant le monde et de l'observer parce que Dieu y a mis de la beauté. Donc son discours, je trouve, est à différencier de sa pratique, parce qu'il y a des moments où c'est de la composition d'après photo, c'est de la composition d'après des croquis, même si tout ce qu'on a là est fait d'après nature. Oui, je dirais ça. Et ce qui est très rigolo, parce qu'il n'y a que les gens qui le connaissent qui peuvent se permettre ce que je vais dire, mais bon, le magnifique jeune homme à moustache avec un pull, c'est Joël Giraud, j'arrête pas de dire du bien de lui, voilà. Le portrait est magnifique. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que le portrait justement de le jeune est une horreur. C'est-à-dire l'avant-dernier, là. On voit qu'elle est intimidée par le jeune et elle lui a fait une tête, elle a repris le dessin, elle a repris son nez. Le jeune qui est au tout début du mur, il est beaucoup plus beau en fait. Et ce qui se passe, c'est que devant la nature, déjà c'est très difficile parce que ça peut riper en 2 secondes, mais en plus le sujet lui-même nous raconte quelque chose. Et donc c'est pour ça que je tenais à te raconter ça, c'est qu'elle revient, elle va passer une première année avec son mémoire de maîtrise d'histoire de l'art à Madrid, et elle revient absolument désespérée de ne pas savoir peindre, d'être en difficulté, et elle y retourne, et elle va s'y supprimer, donc sans doute qu'elle n'aurait pas dû y retourner. Mais quand elle revient chez nous à la période des vacances, le jeune, pour l'encourager, dit non, je prends la table, je pose et tu peins. Et ce que tu disais, c'est que c'était quelque chose de rarissime que le maître finalement pose de cette façon-là. Oui. Donc tout le monde en avait profité aussi pour le croquer également. Ça, c'est maintenant que l'école elle perdure un petit peu, mais quand tu viens, tu poses. Il n'y a pas de discussion et tu amènes toute ta famille posée, chacun à ton tour, et 4 dimanches matins à la suite et d'office. C'est comme ça qu'il y a ma tête à 15 ans dans le musée. Et donc le jeune, c'est vraiment très très rare qu'il pose parce qu'il corrige ce qu'on fait ou il peint lui-même dans son coin. Donc là, c'était quand même un cadeau en fait qu'il lui faisait. Oui, c'est vraiment... On est d'accord, Joël, hein. Absolument. Il n'est pas en train de s'asseoir 2 secondes tous les 4 matins, pas du tout. Mais il y en a beaucoup des portraits de lui quand même. Ah oui, alors là il y a peut-être quelque chose qui devient compliqué et sur lequel j'ai pas d'avis, c'est une certaine fascination pour le chef. C'est un cadeau. Voilà, elle est peut-être très fascinée par le monsieur, donc... Mais moi j'ai dû dessiner le jeune quand il dessine dans le coin, parce que quand on peint le portrait le dimanche matin, il vient nous corriger, mais il peint pas avec nous. D'ailleurs c'est très compliqué d'enseigner et de peindre en même temps, parce que tu es en train de ne pas y arriver en même temps que les autres, donc autant se consacrer à ça. Et donc il peint dans son coin, au pire. Il peint ses peintures religieuses. Moi j'en ai vu plein, c'était passionnant, parce que dès qu'on arrivait, on allait voir son esquisse avant qu'il arrive,
parce qu'une heure après, elle était changée. On n'avait pas d'appareil photo numérique, sinon t'inquiète que tu aurais eu toutes les versions au fur et à mesure. Hein. Et donc il est avec nous, mais pas avec nous. Il accompagne. Donc le fait qu'il s'assoit pour poser, oui, c'est vraiment pas. Parce que tous les autres portraits, il est en train de peindre, donc il ne pose pas vraiment. Du tout, ouais. Bien la pose. Et finalement, un des autoportraits qui est assez fascinant, je trouve, c'est ce petit tableau-là où elle fait son autoportrait et elle sourit. Ouais. Et aussi, c'est une façon de prendre un peu le contre-pied de l'artiste dans la noblesse de son statut. Et là, finalement, elle sourit, elle exprime une émotion qui est sincère. Et finalement, c'est ce qui transparaît autour de sa peinture. C'est une peinture qui est sincère, qui se montre telle qu'elle est. Et là, en fait, finalement, c'est un autoportrait. L'autoportrait est par définition quelque chose d'assez intime. Mais là, en plus, elle sourit. Et finalement, c'est une représentation qui est assez rare, je trouve aussi. Sans doute par photo aussi. Et sans doute pour jouer avec l'image d'un autoportrait. Oui, mais quand on peut avoir les autoportraits j'ai envie de dire de Bucher ou de Legrand, où ils sont là très solennels, vraiment dans la noblesse de leur métier en fait. Tandis que là, finalement, oui, on voit en queue de pied. Mais là, du coup, le peintre en fait nous sourit. Le peintre n'est pas que cette espèce d'être au-dessus des autres qui arrive à retranscrire le réel à travers ses pinceaux mais sans doute un peu de distance par rapport à cette école des tempes et au statut d'artiste d'atelier et de ce que tu dis qu'il a voulu mettre en place. C'est ce qui est intéressant en venant parler là, c'est-à-dire de dire c'était aussi juste une pratique quotidienne, très difficile d'ailleurs parce qu'on a plus souvent pleuré qu'on a crié de joie. Hein. Peindre à l'huile un portrait, c'est un des trucs les plus durs possible parce que c'est une erreur sur un arbre, c'est pas grave, sur un nez, c'est le drame tout de suite. Hein. Y compris si le modèle est pas très. Enfin, s'il est costaud, quoi. Et la peinture à l'huile se salit tout le temps. C'est vraiment les deux réunions des deux emmerdements maximum. Et donc, le fait de faire une pratique de ça donne une espèce de statut. Donc, peut-être que le statut qu'à l'école des tempes, c'est un statut pas malheureux, mais c'est pas qu'on en profite. En plus, je blague avec Joël, personne ne cause de ça en rien. Enfin, si vous faites votre travail de le valoriser, c'est vraiment chouette que son travail, elle, soit montré. Mais voilà, c'est une école de pratique avec un prof exigeant et une ambition un peu haute et avec du discours. C'est ça qui est intéressant à montrer concrètement en fait. Ben, merci. Merci. Merci beaucoup.